Le projet que je vais vous présenter, ça part d'une préoccupation pour les moulins. Donc, les deux moulins, c'est d'avoir un approvisionnement local, donc dans la province du Québec. Pour les grains en agriculture raisonnée, c'est quand même facile. On réussit à s'approvisionner en production bio. Il faut aller à l'importation. Donc, on importe des grains d'Europe, on importe des grains de l'Amérique du Sud aussi. On utilise à peu près 30 à 40 des grains bio proviennent de la province du Québec. Donc, c'est une préoccupation pour nous d'augmenter les volumes de blé local. Aussi, une des préoccupations, c'était de connaître la rentabilité des producteurs agricoles qui font du blé et connaître l'empreinte écologique de ce blé-là qu'on utilise. Donc, c'est quoi l'empreinte écologique? En fait, l'empreinte écologique, c'est un indicateur, c'est un mode d'évaluation environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes sur les ressources naturelles et les ressources fournies par la nature. Donc, le mot « comptabiliser » est important ici, c'est pas juste un jugement sur qu'est-ce qu'on fait comme action, mais vraiment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des mesures précises de notre empreinte sur l'environnement. L'historique de la démarche environnementale pour les moulins de Soulanges, moi j'ai commencé à travailler au moulin en 2007. Et puis à ce moment-là, on avait une certification sans intrants, donc aucun engrais chimique qui était utilisé, aucun pesticide. Quand j'ai commencé, l'objectif c'était de traiter 2000 tonnes de blé par année. Puis maintenant, c'est rendu à 40 000 tonnes. Donc, on devait faire des compromis parce que l'approvisionnement au Québec ne serait pas facile. Puis, une des marques de commerce qui se vend bien pour les boulangers au Québec, c'est de dire que le blé provient du Québec. Maintenant, il y en a plein qui nous copient, là, mais nous, c'est vraiment vrai. C'est vraiment 100% du blé du Québec. Donc, c'est pour ça qu'en 2009, on a parti de notre marque de commerce qui est Agriculture raisonnée. Agriculture raisonnée, ce n'est pas une certification, donc il est possible qu'il y ait des producteurs qui appliquent des herbicides ou des fongicides sous une dérogation. Et c'est pour ça que c'est plus une démarche environnementale. L'objectif, c'est d'amener les producteurs à ne pas en utiliser, mais si c'est nécessaire, c'est permis sous dérogation. Et puis, il y a des primes aussi pour les producteurs qui n'en utilisent pas. Donc là, on est rendu à faire l'empreinte écologique. Donc, depuis 2013, on mesure l'empreinte environnementale. Pour ce qui est de la milanaise, elle est certifiée depuis 1988, certification bio. Et en 2012, l'entreprise a fait une analyse de cycle de vie pour l'entreprise au complet. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est de mesurer tous les impacts environnementaux de la production au complet pour l'entreprise. Mais ce qu'ils ont vite réalisé, c'est que la grosse empreinte, c'est la production de blé. C'est pas le transport de l'Europe au moulin, c'est vraiment la production de blé. Fait que c'est pour ça qu'on a focusé là-dessus dans le projet. Ce projet-là est parti d'un questionnement réel. C'était de savoir, est-ce que produire plus est plus écologique que produire moins sans intrants? Donc, si on prend 1 hectare de terre, mais qu'on produit moins parce qu'on ne met pas de pesticides, est-ce qu'on est plus écologique que si on maximise notre surface? Ensuite, on voulait savoir si l'agriculture raisonnée, c'était rentable pour les fournisseurs des moulins de Soulanges, parce qu'il y avait une perception que c'était pas rentable, donc on voulait vraiment le valider correctement. Et savoir aussi, on s'est fait plaisir, je me suis fait plaisir, on a rentré ça dans le projet de savoir c'était quoi le mode de... Est-ce que la quantité de gaz à effet de serre produit par le mode de production biologique? Donc, les moyens qu'on a utilisés pour mesurer l'empreinte écologique, c'est le bilan carbone. Donc, ça, c'est le calcul des gaz à effet de serre et l'analyse de cycle de vie pour le blé. Donc, l'impact sur la qualité de l'eau, l'air et le sol, la production de blé. En 2013, on a bénéficié d'une subvention du MAPAC, le PSSSD, qui est un programme pour le soutien du développement sectoriel.
Et le projet, c'était le développement de la production et la compétitivité des grains de spécialité au Québec. Fait que tout ce qu'on fait, c'est des marchés, des grains de spécialité, des marchés de niche-niche. Donc, on commence à être plus... on fait une production qui n'est pas généralisée, vendue partout. Donc, c'est vraiment un marché de spécialité. Et on a été encadré, en fait, c'est l'IRDA qui a fait le calcul des gaz à effet de serre pour la production de blé. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, on avait une agroéconomiste qui a fait le calcul des marges sur les coûts variables pour les différentes régies. Fait que dans ma présentation, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une première partie où je vais vous présenter les marges sur les coûts variables et les indicateurs environnementaux. Donc, ce qu'on a fait, le protocole qu'on a développé, qu'on a mis en place, c'était de comparer les 4 régies de production, donc la régie biologique avec une régie agriculture raisonnée, à l'intérieur duquel on avait une régie intensive, une régie conventionnelle, puis une régie agriculture raisonnée, répétée 2 fois. Donc, c'était des grands blocs, c'était pas, on avait des grands champs, on avait des grosses fermes avec des grosses arroseuses qui nous permettaient de faire des vraies expériences. Donc, la largeur des bandes, en général, était de 90 pieds sur la longueur du champ. Puis, juste pour vous donner les traitements pour chacune des régies, bien, évidemment, on essaie de trouver une ferme. Je vais vous donner un exemple. Exemple en Montérégie, une ferme biologique qui utilisait la même variété qu'une ferme conventionnelle. Donc, on comparait la régie biologique. C'est sûr qu'on ne faisait aucune application sur cette ferme-là, mais c'est important qu'elle ait même type de sol, même climat, etc. Puis, que la ferme conventionnelle utilise le même, qu'elle ait la même variété de blé et le même type de sol aussi. Donc, évidemment, la ferme biologique, bien, elle était fertilisée avec des fumiers. Puis, pour la ferme en agriculture raisonnée, on avait appliqué 120 unités d'azote. Je ne voulais pas trop mettre de variables. Donc, pour l'azote, on est allé à 120 unités pour toutes les régies. Mais pour être plus précis, il aurait fallu qu'en régie intensive, on mette 150 unités parce que ça reflète plus la réalité. Donc, dès 2015, on va commencer. Parce que le projet va être sur 5 ans. Ce que je présente, c'est juste des résultats sur 2 ans. Mais on va mettre 150 unités en régie intensive parce que c'est vraiment ce qui se fait. Pour le contrôle des mauvaises herbes, en bio, il n'y a aucun contrôle, même pas de sarcleur. Dans le blé, on ne passe pas de peigne là, pour éliminer les mauvaises herbes. Puis, pour l'agriculture raisonnée, il n'y avait pas d'herbicide. Puis, le conventionnel, il y avait un herbicide au besoin. Et en régie intensive, on avait 1 ou 2 herbicides selon le cas. Puis après ça, en conventionnel, on mettait seulement un fongicide pour la maladie, la fusariose, tandis que pour la régie intensive, on avait 2 fongicides, un pour maladie du feuillage, un pour la fusariose et un régulateur de croissance aussi. Donc en 2013, on a fait ça à travers le Québec. Donc on avait 6 fermes en blé de printemps comparé à 6 fermes en bio. Dans plusieurs régions du Québec. Donc, on les couvrait pas mal toutes, sauf, c'est sûr, le Témiscamingue puis le lac Saint-Jean. Ça ne me dérange pas de faire de l'auto, là, mais ça, c'est plus que de l'auto. C'est de l'avion que ça prend. Puis pour le blé d'automne, en 2013, ça a bien été. On a quand même trouvé pas mal de régions, sauf Montérégie Est. On avait juste une parcelle en blé d'automne. En 2014, on avait sensiblement les mêmes quantités, mais on a eu plus de difficultés à trouver des blés d'automne en bio. Il y a des champs qui ont pas survécu à l'hiver, donc ça a été plus difficile. Mais on a quand même, on a rajouté des parcelles de blé de printemps dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a des gens dans le Bas-Saint-Laurent qui étaient très intéressés à faire le protocole. Le prix moyen qu'on a utilisé, c'est vraiment important pour le reste de la présentation sur les marges sur les coûts variables parce que c'est ça qui donne les résultats. Donc, en bio, le blé se vend 550 $ la tonne. Si on regarde, mettons, entre 0 et 2 ppm. Ensuite, en agriculture raisonnée, comme je vous disais,
il y a une prime qui est donnée s'il n'y a pas d'herbicide ni de fongicide. Et puis le prix moyen de toutes les régions, je peux aller région par région pour faire la moyenne, c'était de 285 $ la tonne. Puis en régie conventionnelle, en 2013, c'était 255 $ la tonne. Les rendements moyens qu'on avait par régie, là j'ai poulé tous les résultats de chacune des parcelles, donc même les répétitions. Fait que on avait, c'est sûr que on a plus de rendement en régie intensive, on le voit, le rendement bio est en moyenne de 2,88 tonnes à l'hectare, en agriculture raisonnée 3,67, puis 4,23 en conventionnel, 4,69 en régie intensive. Donc ça, on en entend parler, c'est vrai, si on l'a validé, on peut le dire. Ça, c'est un graphique, c'est juste pour démontrer le taux de donne. En 2013, on en avait énormément. En 2014, on n'en avait pas beaucoup. Puis, je veux juste attirer votre attention sur surtout la régie conventionnelle. Ici, en agriculture raisonnée, sans fongicide, on avait 6,1 ppm. Puis ensuite, pour la régie conventionnelle, en orange, 4,6, 4,4 en régie intensive. Ce que je veux démontrer par là, c'est que oui, on diminue le taux de toxines, mais ça ne fait pas en sorte que le blé classe pour la consommation humaine, même si on met des fongicides dans plusieurs cas. Puis dans toutes les parcelles qu'on a fait, parce qu'on avait la partie intensive, c'est pas arrivé une fois que la partie intensive classait pour la consommation humaine. Fait qu'on n'a pas pris des prix différents pour... si c'était entre 2 et 4, ça aurait été vraiment trop compliqué parce que ça aurait pris des chartes de criblage et tout ça. Donc, on a juste pris le rendement tel que mesuré au champ. Donc, les éléments de calcul pour la marge, c'est vraiment une marge sur les coûts variables. Donc, on n'a pas inclus les prix des terres et tout ça. Donc, je sais que les producteurs vont dire, mais moi, je ne fais jamais autant d'argent que ça. Mais ça, si vous rajoutez vos frais fixes, c'est sûr que ça va varier. Puis, on a calculé la vente de la paille pour la régie conventionnelle, mais pas pour la régie bio, parce que c'est pas ce qui se fait en général pour la production biologique. Donc, pour chacune des régions où je présente mes résultats d'essai, je prends un cas de la région. Donc, ici, je présente un cas de Montérégie-Ouest. Donc, vous avez sur le graphique les résultats pour... en abscisse, vous avez le rendement, puis la marge à l'hectare en ordonnée. Et puis, la première ligne ici, c'est la marge pour la production biologique. Ensuite, agriculture raisonnée, conventionnelle et intensive. Fait que ça, c'est vraiment les données des fermes qu'on a suivies. Il y avait Agrifusion, qui est une ferme biologique à Saint-Polycarpe, puis la ferme Tréma, qui est une ferme à Saint-Anicette. Fait qu'on voit qu'ils sont pas mal proches, là. C'est vraiment très comparable comme données, même type de sol, etc. Ensuite, donc on voit que la marge pour la production biologique était plus élevée que la régie intensive, malgré que le rendement était plus élevé. Ensuite, ça, c'est la moyenne de toutes les parcelles, donc toute la marge pour le blé de printemps. Donc, la moyenne des parcelles qu'on avait à travers le Québec. On revoit pas mal le même pattern, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est pas mal toujours la même chose. En régie biologique, la marge à l'hectare est plus élevée. Ben, c'est parce qu'il y a les bonus, c'est le prix de vente est plus élevé, donc c'est normal que... Ben, c'est normal. C'est quelque chose, c'est un questionnement qu'on avait, puis on le voit ici, mais c'est des résultats pour une année. Puis dans le blé d'automne aussi, ben, la marge est plus élevée parce que le blé d'automne, en général, a une meilleure production. Quand ça survit à l'hiver, évidemment, pour la Montérégie, c'est plus difficile. Mais quand ça survit à l'hiver, c'est ça l'intérêt de faire du blé d'automne, c'est qu'on est capable d'aller chercher un 25 % plus de rendement. Fait que dans les régions où ça a survécu, ben, on voit que la marge était meilleure. 2014, je reprends exactement la même ferme, même protocole, la même chose. On revoit sensiblement la même chose, sauf que l'agriculture raisonnée puis le biologique se ressemblent.
parce que ça a été difficile. En 2014, on a un printemps très froid, très humide. Donc, en biologique, on se fie sur la minéralisation de l'azote. Puis là, ben, ça a pris du temps avant de minéraliser, puis l'azote a été libéré au moment où le plant devait fleurir. Fait que c'était plus le temps. C'était plus le temps pour accumuler du rendement. Fait que c'était la même chose pour 2014 pour cette ferme-là. Puis, dans l'ensemble des parcelles, en 2014, en blé d'automne, on avait toujours le même patron. Puis, dans la marge pour le blé de printemps, on avait un peu moins de différence pour le blé de printemps. On voit qu'en conventionnel, on avait une meilleure marge qu'en agriculture raisonnée. Puis, on avait moins de différence, si on veut, entre les parcelles. Fait que, comme je vous dis, c'est des résultats de 2 années. On va le faire sur 5 ans. Puis, je ne suis pas ici pour faire de la propagande pour l'agriculture biologique. C'est juste c'est les données qu'on a obtenues que je partage avec vous. Fait que ça, c'est la première partie, c'est sur les marges à l'hectare pour les différentes régies. Maintenant, les indicateurs environnementaux. Donc, ça, le travail a été fait entièrement par l'IRDA. Donc, c'est l'équipe de Luc Belzile qui fait des budgets puis des calculs, mais il a fait aussi le calcul de l'éco-efficience des parcelles, que je ne vais pas vous présenter parce que c'est l'expertise de l'IRDA qui est un peu complexe à présenter. Et puis, mais ce que je vais vous présenter, c'est les résultats des gaz à effet de serre pour les différentes régies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pris pour les gaz à effet de serre? C'est l'équivalent de fabrication de CO2 pour la fabrication des engrais et les quantités de kilos de CO2 pour la fabrication des pesticides. Et les déchets, donc toutes les pertes de l'azote, les pertes de phosphore, puis les pertes par l'utilisation des pesticides. Fait que ici, je vous présente les données en kilogrammes d'équivalent de CO2 parce que tout est ramené en équivalent CO2 quand on veut calculer les gaz à effet de serre à l'hectare. Puis, on a encore là les 4 régies de production. Évidemment, vous pouvez regarder tous les autres chiffres, mais ceux qui sont les plus importants, c'est vraiment la fabrication des engrais. C'est ça qui utilise le plus de gaz à effet de serre. Puis ces données-là, je vous dirais, c'est vraiment très précis. Là, les producteurs ils ont été sondés, téléphonés plusieurs fois pour avoir la largeur de leur machine, leur batteuse, leur semoir. C'était vraiment calculé. Là, toute une équipe d'ingénieurs à l'IRDA qui ont calculé ça. Donc c'est le fun d'avoir ces chiffres-là parce que ça fait longtemps qu'on en discute que l'agriculture biologique pollue plus parce qu'on passe plus souvent la machinerie, mais dans le cas du blé, c'est faux. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas en production bio, par rapport aux autres régies, on en avait moins. Il n'y a pas tellement de différence pour les autres régies, par contre. Puis, surtout quand on le ramène à la tonne, là, j'ai changé trop vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis passée de kilos de CO2 à l'hectare à kilos de CO2 par tonne. Fait que ça, c'est important de le ramener à la tonne parce qu'en régie intensive, on fait plus de rendement. Fait que ça, on veut savoir, oui, on en produit plus, mais il faut le ramener à la tonne pour vraiment se valider. Donc, même en le ramenant à la tonne, on en a produit plus au total en régie, agriculture raisonnée, conventionnelle et intensive. Non, plus. C'est ici le total en agriculture raisonnée, conventionnelle, puis en bio, il y en avait 629 kg. Fait que, voilà. Puis après ça, il y avait toute la moyenne des émissions aussi à l'hectare pour différents impacts environnementaux. Donc, l'acidification, l'eutrophisation, puis l'utilisation des pesticides. Donc, il y en avait un petit peu plus à cause des fumiers ici pour l'acidification puis l'eutrophisation. Puis, ça ne variait pas beaucoup là, pour la régie AR conventionnelle et intensive. Mais vraiment, ce qui a le plus d'impact, c'est vraiment la fabrication des engrais. Donc, la faiblesse de l'analyse des impacts environnementaux à 2013, bien, c'est juste sur une année. Mais c'est sûr que le travail de l'IRDA était très complet puis quand même assez fiable. Même si on le referait, je pense qu'on aurait quand même les mêmes données. Là, les largeurs de tracteurs puis l'utilisation des engrais, ça serait pas mal sensiblement la même chose.
Sauf pour la régie intensive, comme je disais, qu'on devrait mettre 150 unités d'azote. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre propre calculateur. Puis aussi, le seul indicateur environnemental que l'IRDA a utilisé, c'est celui de l'impact des pesticides pour produire les pesticides. Puis nous, on voulait aller un petit peu plus loin. Donc, on a continué le projet sur les impacts environnementaux. Cette fois-ci, en 2014, on n'a pas fonctionné avec des subventions, on avait refait une demande. C'est l'entreprise qui a financé tous ces essais-là. Donc, en tout cas, moi, je suis bien contente qu'une entreprise investisse dans ce genre d'études-là parce que tous les producteurs, pour faire ces essais-là, sont rémunérés, puis les conseillers aussi. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. Et puis, donc, on a continué en 2014. Ce qu'on a fait dans l'analyse de cycle de vie, on a introduit les indicateurs de risque pour la santé et l'environnement des pesticides. Je vais vous élaborer là-dessus. Puis, on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke. On a engagé 2 étudiants à la maîtrise en environnement qui ont travaillé tout l'été. Il y en a un qui a travaillé plus sur le fichier Excel. Donc, il est à l'intérieur tout l'été, mais il a fait bâti un calculateur pour calculer nous-mêmes le CO2. Donc, l'IRPEC, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce document-là, ça existe depuis quelques années. C'est un document produit par le MAPAC, le ministère de l'Environnement, puis la Santé publique. C'est vraiment extraordinaire. C'est fait par Sage Pesticides. Moi, je n'étais plus dans les pesticides, là, fait que je ne savais pas vraiment que ça existait. Fait que quand on est retombé là-dessus, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est un outil qui est sur le web, qui permet aux producteurs ou aux conseillers de rentrer le pesticide, puis d'avoir l'indicateur de risque pour la santé et l'environnement du pesticide qui est utilisé. Juste revenir, en fait, tous les chiffres qui sont utilisés pour bâtir ce logiciel-là, c'est des chiffres qui sont déjà des indicateurs utilisés en Norvège, donc c'est vraiment reconnu mondialement. C'est un outil qui permet aux producteurs de choisir des pesticides à moindre risque, si c'est son choix, pour l'environnement ou la santé. Puis, on énumère là-dedans toute la toxicité aiguë et chronique de chacune des matières actives, la persistance dans l'environnement, la bioaccumulation dans l'organisme humain, etc. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour comprendre les chiffres que je vais vous présenter. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un exemple. Par exemple, on choisirait un produit, puis eux sont allés voir la toxicité aiguë que ça peut avoir et la valeur d'un indicateur qu'on voit ici. Donc, on alloue des points pour la gravité de l'effet du produit sur la santé. Donc, même chose, on regarde s'il y a un effet cancérogène, génotoxique, perturbateur endocrinien, etc., puis on alloue des points. Et on alloue des points aussi pour les critères environnementaux. Puis tout ça, à la fin, ça c'est généré par l'IRPEC, ça vous donne la quantité, un chiffre pour l'indicateur sur la santé et l'environnement. Ça, en tant que tel, toute seule, ça dit quelque chose, mais pour nous, ce qui est intéressant, surtout pour les moulins de Soulanges, c'est qu'on est capable de classer par ordre d'impact environnementaux chacun des produits qui sont utilisés, puis peut-être en venir justement, on le voit ici là, dans la troisième colonne, donc on peut peut-être en venir à dire, oui, vous voulez utiliser un produit, mais voici, nous, comme on veut réduire notre impact environnemental, puis on veut le valoriser aussi, parce que c'est beau faire ça, mais du point de vue commercial, il faut qu'il y en ait un. Donc, si auprès du consommateur, on va arriver et dire, essayer de faire comprendre qu'on fait de l'agriculture raisonnée, on n'est pas certifié sans pesticides, mais on en utilise, fait que ça devient compliqué. Fait qu'il faut trouver un moyen facile avec un chiffre, un peu comme le footprint, là, qui est utilisé à plusieurs endroits aux États-Unis ou en Europe. Donc, d'arriver à donner un chiffre qui démontre qu'on réduit notre impact environnemental. Juste à amener aussi, on me pose souvent la question, au Moulin de Soulanges, on n'accepte aucune semence traitée. Fait que si vous regardez le traitement des semences, ici, on parle beaucoup là, des néonicotinoïdes,
Donc, si on regarde, leur indicateur sur l'environnement est quand même assez élevé. Ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part, c'est vraiment des études scientifiques que l'IRPEC a rassemblées puis qui sont présentées ici. Donc, c'est une gradation des impacts, puis aussi pour la santé des agriculteurs qui les utilisent. La même chose pour les fongicides, on en utilise de plus en plus des fongicides pour plusieurs raisons, valables ou pas. Mais c'est sûr que pour des années comme 2013, pour les moulins de Soulanges, c'est certain qu'une autre année, avec beaucoup de fusariose, les producteurs vont vouloir en utiliser. Nous, on n'empêche pas les gens parce que sinon, on n'aura plus de blé si on ne permettait pas du tout aux producteurs d'en utiliser. Mais ici, les données de l'IRPEC, encore là, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de regarder l'impact sur l'environnement de quelques fongicides, puis de favoriser quelques produits qui vont permettre de réduire notre impact environnemental. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi des données de l'analyse de cycle de vie en 2013 pour baliser un peu chacune des régies. Ça, c'est toujours l'IRS puis l'IRE, indicateur sur la santé. En agriculture raisonnée, on permet des herbicides en prélevé, donc ça peut arriver qu'on en utilise. Fait qu'on a mis des chiffres pour aller du minimum au maximum de ce qu'on peut avoir. En même chose en régie conventionnelle puis en régie intensive. Donc, c'est, mettons, la gradation de chacun. Fait que là, ici, en 2013, on avait collecté tout le nom des produits que les producteurs avaient utilisés. Donc, comme je vous dis, il y en a qui en utilisent, mais on veut tendre vers ici. Puis ce qu'on voit, c'est que la moyenne est là, fait qu'on tend vers l'agriculture raisonnée dans le sens où on le prescrit. Puis sur 288 fermes, puis on a quand même des fermes qui produisent des 1000 tonnes de blé pour les moulins de Soulanges, fait que c'est quand même des grosses entreprises. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une moyenne pondérée des IRE et des IRS qui se situent autour de l'agriculture raisonnée. Donc, ce qu'on veut, c'est d'essayer de ramener les gens vers ici. Fait qu'il va y avoir un besoin d'accompagnement, puis de présentation, puis de tests qu'on va continuer à faire. Donc, on fait la même chose pour la production de CO2 avec les parcelles ACV 2014. Là, on a établi les balises qu'on avait en CO2 par tonne puis en CO2 à l'hectare. Puis ici, on a mis les points juste des producteurs, des parcelles qu'on a mis en place. Mais éventuellement, tous les producteurs qui vont faire du blé pour les moulins de Soulanges vont pouvoir rentrer dans les petits carrés ici. Puis là, on va essayer de tendre de les amener à avoir un bilan carbone plus proche de l'agriculture raisonnée. Donc, en conclusion, sur les 2 années, comme je vous dis, on va le faire sur 5 ans. Donc, ce n'est pas une conclusion sur 5 ans, c'est une conclusion sur 2 années d'essai. La marge sur les coûts variables, en tout cas pour nous, en régie intensive était plus basse pour les 2 années. La marge sur les coûts variables en régie biologique était plus élevée en 2013. En 2014, on peut dire que c'était pas mal plus pour le blé d'automne. Le blé de printemps, il y avait quand même pas de grosses différences. Puis les indicateurs environnementaux qu'on va retenir, ce sera le CO2 puis les IRE et les IRS pour le blé produit pour les moulins de Soulanges. Je voudrais, c'est écrit en petit, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce projet-là, beaucoup de conseillers, beaucoup de fermes aussi participantes, vraiment intéressantes, des fermes qui acceptent là, depuis 2-3 ans refaire le projet. Fait que pour nous, ça simplifie beaucoup les choses, de connaître l'équipement des producteurs puis qu'ils connaissent le protocole aussi, parce que c'est un gros protocole à mettre en place, c'est quand même beaucoup de passages. Fait qu'on a aussi des producteurs qui sont habitués de le faire aussi. Merci beaucoup. C'est des gens qui ont des questions. Ouais. J'aurais une question. Est-ce que le classement du grain est le même pour production biologique versus conventionnelle? Oui. Marché? En fait, en production bio, on peut plus mélanger parce qu'on reçoit du grain qui est comme top qualité.
de l'Europe ou de l'Ouest canadien, ils n'ont presque pas de fusariose. Fait que c'est plus facile pour nous d'accepter un 5 ppm, exemple, puis de le mélanger avec un blé qui est moins élevé. Fait qu'on est plus flexible, en fait, avec le grain biologique. Mais ça prend quand même de la qualité, tu sais, c'est pour faire du bon pain puis de la bonne farine. Comment ça marche? C'est une pénalité pour plus il y a de toxines, est-ce qu'il y a une pénalité ou c'est plein? Comment ça marche? Non, c'est si jamais, ben ça va avec le besoin. Il y a une réalité avec le moulin biologique, c'est qu'on manque de grains. Puis il y a Michel ici, là, qui est derrière, Michel Gaudreau aussi, qui travaille à recevoir des grains biologiques, puis on manque, on est toujours à court. Fait que c'est sûr que si il y a un lot de grains qui est à 5 ppm, ben, puis qu'on en a vraiment besoin, ben, il n'y aura pas de pénalité. Il va être acheté comme ça, puis il va être mélangé au reste. Éventuellement, au moulin à Saint-Jean-sur-Richelieu, il va y avoir une table à gravité. Ça va être un moulin qui va être conçu pour aussi accepter puis entreposer du grain plus qu'à Milan. Donc, ça va faciliter beaucoup les choses. Fait que peut-être à ce moment-là, si on le crée plus sévèrement, ça sera différent. Mais c'est ça. Puis on en a moins aussi, bizarrement, en production bio. Là, j'ai pas mis l'emphase là-dessus parce que c'est pas une recherche dans un même champ conventionnel. C'est difficile de tirer des grandes conclusions, mais on en voit généralement moins de toxines en production bio. Il y a plusieurs raisons, puis c'est pas juste... c'est parce que souvent, les producteurs ne vont pas faire de maïs. Le maïs, surtout quand on laisse des résidus, même si on travaille un peu le sol, des fois on laisse des résidus, c'est un foyer d'infestation pour la toxine. Puis il y en a des producteurs bio qui font juste des rotations, soya, blé. Beaucoup de blé qu'on reçoit vient du lac Saint-Jean, du blé bio, et c'est des très bons producteurs de blé. Les autres, ils n'ont pas de maïs, fait qu'il y a moins de foyers d'infestation. Fait que ça peut s'expliquer comme ça aussi qu'il y en a moins dans le bio. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Elisabeth, dans le blé de printemps, il n'y avait pas de sarclage. Non. Non. Non, on fait pas, on sarcle pas les céréales. En fait, à un moment donné, on passait des peines, mais c'était inutile. On arrachait plus de blé que d'autres choses. Puis l'important dans le blé de printemps, quand on ne met pas d'herbicide, c'est d'avoir une forte population de blé pour compétitionner la mauvaise herbe. De vraiment la prendre dès le début. Fait que faut pas qu'il y ait denture. Il faut que le semis soit parfait. Faut qu'il soit trop creux, faut pas qu'il soit variable. Fait que, tu sais, c'est des beaux champs en production biologique. Pour pas être infesté de mauvaises herbes, ben c'est la base, hein? Bien nivelé, bien drainé, bien chaulé, bien fertilisé. Il faut fertiliser parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est des producteurs qui fertilisent pas assez en production biologique. Puis là, ben, il va manquer d'azote. Puis là, ben, la mauvaise herbe peut prendre le dessus. Fait que, il faut bien fertiliser souvent à l'automne précédent pour avoir l'azote de disponible. Oui. Comment tu fais pour juger de la fertilisation organique, hein? Oui. Faut pas te tromper. Faut pas mettre trop d'azote. Ben, à date, on a des recettes qui fonctionnent bien. Autour de 4 tonnes à l'hectare appliquées à l'automne précédent, après le soya, c'est ce qui fonctionne bien. Fumier de poulet, tu parles? Oui, fumier de poulet, ouais. Du lisier, on peut le mettre au printemps, l'azote est rapidement disponible, mais le fumier de poulet, c'est un dosage qui fonctionne assez bien. Il ne faut pas trop fertiliser, comme tu dis, il faut quand même... Puis le seul problème qu'on a en production bio, c'est d'aller chercher la protéine. Ça, c'est réellement un problème. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de producteurs qui font de l'épeautre, parce que l'épeautre, on est capable, avec 100 unités d'azote, d'aller chercher 14, même 15 % de protéines. C'est une plante qui va chercher sa protéine facilement. Mais il y a beaucoup de il y en a de plus en plus des producteurs qui font du bio, puis ils partagent leur expertise. C'est pas un milieu fermé sur lui-même, parce qu'il y a tellement de demandes. Nous, on arrête les marchés, on fait pas plus de ventes là, à la milanaise, parce que les marchés sont en pleine croissance, puis on n'a pas assez de blé. Il faut faire venir du blé de partout, puis c'est compliqué, là, des fois, de faire venir des bateaux. Ils peuvent être
stockés au port où les trains n'arrivent pas de l'ouest. Ça, on a vécu ça l'année passée aussi. Fait que c'est pour ça qu'on favorise l'achat local. Mais c'est ça, donc il y a plein d'expériences de producteurs qui sont partagées, heureusement, puis c'est pour ça qu'on en arrive à avoir des bons résultats, je pense. Agriculture raisonnée, c'était possible là, de parfois donner des herbicides, des fongicides. Est-ce que tu es en mesure de nous dire dans quelle proportion, finalement, ils sont utilisés en général en agriculture raisonnée? C'est du marginal ou finalement, ils s'en utilisent quand même? Je te dirais ça dépend des années. C'est sûr que, tu vois, en 2013, il y a eu beaucoup de toxines. Fait qu'en 2014, il y a eu plus de fongicides parce que le monde avait peur puis il n'y a pas eu de toxines. Fait que il y a comme une réaction qui arrive l'année d'après. C'est à peu près, je te dirais, entre 30 et 40 des producteurs. Puis ce qu'on fait, c'est que quand ils veulent appliquer, c'est moi qui évalue s'ils doivent arroser ou pas. Mais c'est sûr que je ne peux pas empêcher un producteur. Tu sais, mettons que je dis non, mais pas de fongicides, puis après ça, son blé déclasse à cause de ma recommandation. C'est délicat un petit peu. Donc, on fait faire des tests souvent. C'est pour ça qu'on fait des parcelles comme on fait là. On fait des tests, on fait des comparatifs, des études de marge puis de qualité aussi. Mais pour l'herbicide, c'est quand même assez... Dans le blé, c'est quand même assez facile. Surtout le blé d'automne, ça, c'est gagné. On n'a pas besoin d'en mettre. Fait que ça, c'est quelque chose d'assez réussi dans le processus. Puis dans le blé de printemps, ben c'est plus des peurs, c'est plus des champs qui sont moins bien en bonne condition, qui va faire en sorte qu'on va être obligé des fois d'appliquer des produits. Puis on permet aussi l'application d'herbicides en pré-levé. Ça, il y en a beaucoup qui utilisent le Eragon ou le glyphosate là, en pré-semis. Fait que ça peut aider aussi à faire une transition dans la tête du producteur parce que tu as comme une petite sécurité. Puis c'est un produit aussi, c'est des produits qui n'ont pas beaucoup d'indicateurs de risque sur la santé et l'environnement. Aussi, on l'a découvert en faisant ce projet-là. Mais c'est tous des petits trucs comme ça, des fois, que on peut permettre aux producteurs, mais puis il ne perd pas sa prime aussi quand il met des herbicides en prélevé. Fait que ça, c'est intéressant. Là, tu parles bien sûr de l'agriculture raisonnée. Tout à fait. L'agriculture bio, il n'y a rien. Il n'y a rien pendant 3 ans fait que, pour être certifié. Puis c'est deux moulins séparés aussi. Fait que, mais le besoin, au point de vue commercial, l'augmentation, c'est beaucoup dans la production biologique. Parce que l'agriculture raisonnée, c'est pas connu encore. Nous, c'est connu en Europe, mais c'est pas pareil comme ce qu'on fait ici au Québec. Puis on a la marque de commerce, on l'a enregistrée au Canada. C'était au mois de juillet, d'après moi, tout le monde est en vacances. Mais c'est une marque qui est réservée à Soulanges. Donc, on peut faire du chemin avec ça. Donc, c'est de savoir comment on va le promouvoir. Puis, c'est vraiment avec des chiffres, en fait, qu'on peut mettre un poids sur ce qu'on fait dans le champ. Parce que c'est trop long d'expliquer à un consommateur que, oui, je mets des herbicides, puis là, ben, quand j'ai besoin... Celui est déjà parti, là, il pense à d'autres choses. Tu sais, il a besoin d'avoir quelque chose de... On commence à l'apporter, là. Ben,